Demos, philosophie, pédagogie, politics. Hugo Letich, hello. Bonjour. Professeur à Leicester University, c'est ça? Vous parlez très bien français, donc on va parler en français, ce qui m'arrange. Jean-Luc Morisseau, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Morisseau, professeur à Télécom, école de management, de méthode de recherche en management. Et donc vous êtes tous deux coordinateurs avec Geoffrey Lightfoot, c'est ça? Je prononce bien? Bravo. De Demos. De Demos. Cet ouvrage que je montre où il y a plein d'images, de photos, de contestations, de protestations, où on évoque la slow science avec Isabelle Stengers. Enfin voilà, autant dire que ça vole haut. Le projet, Hugo Letich. L'idée clé de ce livre, c'était que chaque pédagogie est une politique. Ou si vous voulez, qu'il y a toujours dans une politique une sorte de pédagogique. Pédagogique, c'était les fondements de la relation entre les gens dans une situation où on travaille à apprendre. Apprendre, on peut identifier avec l'école, mais dans la réalité, on apprend beaucoup plus hors de l'école que dans l'école. Ce que j'ai fait dans mon chapitre, c'était sur l'inspiration de Rancière. J'ai essayé à regarder comment ma pédagogie, ça veut dire mes relations avec étudiants et collègues et institutions d'université, a changé et développé dans les derniers 30 ans. Pour prendre le livre, parce que je crois que mon collègue Morisseau va vraiment parler de le livre elle-même, pour prendre le livre et le mettre dans la situation d'aujourd'hui que nous avons discuté tout cet après-midi, ce qui m'étonne, c'était que les écoles de commerce l'aiment l'exceptionnel et le compliqué. Ils détestent 80% de ce qui vraiment se passe dans l'économie et dans le business. Ils aiment les choses comme Google, Microsoft, Amazon, tout ça, où en principe, il n'y a pas à peu près aucun étudiant qui va y travailler. Et le moteur vraiment de notre économie sont des petites boîtes, du business vraiment de famille. Et ce que je trouve très très difficile, c'était que la réalité de faire du commerce, la réalité d'être engagé en produire de valeur dans notre économique dans notre société, ce n'était pas, je trouve, ce qu'on étudie dans les écoles de commerce. Et ce que je veux avec ce livre, c'était qu'on engage avec les gens et des situations concrètes et réelles dans notre société où valeur est créée et où vraiment on fait le business. Et ça, c'était vraiment mon message comme professeur, qu'il faut sortir de cette rêve d'exceptionnalité et cette garage que nous avons discuté cet après-midi qui était le mythe de Silicon Valley et parler vraiment de tous les gens, les 80% de gens qui travaillaient dans des petites boîtes et qui s'engagent de jour en jour de tous les problèmes de produire quelque chose, vendre quelque chose et de rester économique viable. Jacques Rancière, parce que vous avez un petit accent, vous avez dit Jancière. Rancière. Jean-Luc Morisseau. Ok, nous avons ce 15-15 maintenant, entre Leicester et Rancière, on joue bien le tennis. Absolument. Jean-Luc Morisseau, dans l'ouvrage, on évoque la slow science, on évoque avec vous la performativité, on parle de Deleuze, on parle de rythme, on parle de justice et de protestation, on parle de violence et consensus. Voire même d'esclavagisme. Oui. Tout un projet. Hein. C'est ce qui a été la force de ce livre. Je voudrais juste rajouter un petit peu de contexte. Ce livre est arrivé à l'issue de 2 jours de conférences un peu exceptionnelles, qui étaient en fait la fin du mandat d'Hugo Letich en tant que responsable d'une formation doctorale qui était un peu hors norme, c'est-à-dire avec énormément de liberté, d'invention de pensée, et où il y avait la possibilité d'inventer, voilà. Des professeurs étaient intéressants à une conférence, venez, on veut que les doctorants écoutent votre voix. Et là, à cette occasion-là, eh bien, les personnes qui avaient le plus marqué ce moment très spécifique, enfin cette école doctorale très spécifique, étaient invitées à venir parler sur ce dont Hugo a parlé, c'est-à-dire la pédagogie au sens qu'est-ce qu'on veut transmettre.
Les questions politiques et les questions philosophiques qui sont liées avec cela. Donc, bon, vous avez cité Isabelle Stengers qui parle, est-ce qu'on ne peut pas faire un autre type de science? Elle parle de slow science, elle prend l'exemple des OGM et des productions de pommes de terre avec les OGM, elle explique, faire de la slow science, il faut être capable de douter, il faut être capable de penser ce qu'on est en train de faire, on parlait de performativité, mais ça, ce n'est pas bon pour les Research Assessment Exercises, pour parler en termes d'anglais, pour les évaluations. On a eu un texte d'Alfonso Linguis, par exemple, qui dit, ce qui est important, j'ai envie de parler de justice. Et il prend deux situations, c'est à Rio de Janeiro et c'est dans une île indonésienne, où à ses yeux, ça lui semble être la pire injustice. Il se fait voler avec un couteau sur la gorge son calepin. On lui vole l'argent pour payer un cacatoès, ce genre de choses. Mais il nous offre une réflexion sur la justice devant le regard de l'autre et la question des inégalités fondamentales entre un riche américain et puis d'autres situations qui est fondamentale. Il ne nous dit pas la clé de qu'est-ce que la justice, mais il nous amène à le réfléchir. Deux autres exemples peut-être rapidement. Burkhard Sievers se demande la question des prisons mentales. Il est habitué en tant que psychanalyste à réfléchir sur justement nos réflexions. Il fait une enquête, on prend des photos, on demande aux prisonniers de prendre des photos de la prison pour penser la prison en tant qu'organisation. Mais pour lui, le titre, c'est « Agreed is agreed is agreed ». Les grilles, les cellules, les fermetures, les barreaux que l'on a à la prison et les barreaux que l'on a dans nos pensées et les barreaux de l'organisation. L'organisation comme prison du psychique, si on reprend Gareth Morgan, est donné à réfléchir ici. Dernier exemple, si on peut en prendre encore un ou deux, Stephen Lindsted avec Garance Maréchal montre dans la révolte en Irlande, l'Irlande du Nord, le rôle des pancartes, des slogans, des mots, des peintures, de la musique, de tout l'art et le folklore populaire comme organisation démocratique. Et juste pour terminer, je crois qu'il faut signaler ce beau texte incisif de Jeff Lightfoot, l'un des coordinateurs avec Simon Lilly, où il démonte le business des comment on appelle Emerald, tous ces grands conglomérats autour de la publication, et il montre que c'est l'industrie la plus rentable qui soit, et il explique comment cela se fait, leur business model, avec une réflexion effectivement en termes de contenu, tout homme de pédagogie et de politique. Hugo, qu'est-ce que vous espérez avec cet ouvrage maintenant qu'il est là? Le titre était Demos, n'est-ce pas? Et c'était un jeu de mots en Angleterre. Parce que démo, ça c'était un mot des années 50 et des années 60 qui était ban the bomb. It's a demonstration. Et on a appelé tout le mouvement contre la guerre froide en Angleterre des démos. Et Demos, c'était, n'est-ce pas, la ville démocratique dans la tradition grecque. Et on joue avec cette idée de protestation et de solidarité. Et la protestation seulement n'est pas valable et n'est pas ce que certainement les gens qui ont contribué à le livre veulent faire. Mais on n'a pas à ce moment le démos, on n'a pas un système démocratique stable qui était vraiment fort dans les business et dans le commerce. Et ce que le livre veut développer, c'est la possibilité des deux sens de démos, le sens d'être politique actif, mais aussi le sens de respect de la démocratie et le respect de l'autre, de les faire les deux filiers ensemble. Et ça, c'était ce que je trouve la recherche dans une école de commerce doit faire dans notre société. Demos, philosophie, pédagogie, politics. C'est chez Sense Publishers. Un grand merci pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.